Bonjour tout le monde, c'est Mang. Enchantée. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la vidéo lecture des mangas du mois de décembre, qui arrive avec un peu de retard certes, mais ça a fini quand même par arriver. C'est parti. Alors je préfère prévenir tout de suite que ce bilan lecture-ci ne sera pas très glorieux, dans le sens où j'ai eu beaucoup de déceptions et j'ai quasi revendu tout ce que j'ai lu le mois de décembre. Donc ce ne sera pas une vidéo lecture très positive, on va dire ça comme ça, contrairement à moi. Je préfère partir sur de bonnes bases, donc je vais vous présenter quand même, pour commencer, une lecture que j'ai bien appréciée, et c'est Père Fouettard Corporation. Pour le moment, il y a 7 tomes de sortie, j'ai lu les 6 premiers. Donc ça va parler de quoi? Ça va parler de Miharu, c'est un jeune homme qui travaille dans un supermarché et son boulot est assez pourri, quoi. En gros, les clients sont très compliqués, son collègue ne va pas du tout l'aider puisque ça va être un collègue un peu, c'est un peu un branleur, quoi. Et, euh, et donc Miharu, il essaye de survivre tant que mal, en essayant d'arrondir ses fins de mois dans ce petit supermarché-là. Et un jour, en sortant du boulot, il va croiser la route de ce personnage-ci, qui n'est rien d'autre que Père Fouettard. Et donc, ce Père Fouettard, il va un peu le kidnapper, et, et il va se réveiller tout au nord, au Groenland. Donc, vous l'avez compris, c'est là où le Père Noël est censé se trouver. Et il va un peu découvrir le monde autour de l'entreprise du Père Noël, mais surtout de celui du Père Fouettard. Et alors, au début, il est un petit peu mécontent de se retrouver dans cette situation-ci parce qu'il n'a rien demandé. Et c'est en croisant d'autres personnages qui travaillent dans cette entreprise qu'il va comprendre que c'est peut-être pas plus mal qu'il reste là, d'autant plus que le Père Fouettard lui a proposé un contrat qui est beaucoup plus attractif que dans son petit supermarché à la noix, et il va décider de rester. Et par cette décision, il va découvrir un peu comment fonctionne cette entreprise. Mais comme il est plus du côté du père Fouettard, il va s'occuper des enfants. Oui. Désolée, j'ai été coupée. Donc, je voulais dire quoi encore? Que oui, donc il va travailler pour le père Fouettard et donc des enfants méchants. Donc par exemple dans son travail, il doit faire des simulations de cadeaux les plus pourris qui soient pour que l'enfant soit déçu au pourcentage demandé à mesure des bêtises qu'il a commises, on va dire. Et il se rend compte que Miharu, il est très très fort dans tout ce qu'il fait dans cette entreprise-ci. Et il y a des questions qui vont se poser de plus en plus par rapport à lui, et aussi du choix. Pourquoi est-ce que lui a été embauché et pas d'autres personnes dans le monde? Alors, déjà, c'est une lecture qui est très adéquate pour la période de décembre, puisqu'on tourne autour de la légende de Noël. Et aussi, j'ai beaucoup aimé ce manga parce que, à première vue, ça peut paraître très niais, mais en fait le tableau va s'assombrir à mesure que les secrets sont révélés en fait, et ça devient vraiment très glauque. On a l'impression qu'on monte vraiment crescendo, et là encore il n'y a que 7 tomes de sortie, j'en ai lu que 6, mais le sujet s'assombrit de plus en plus. L'histoire est bien amenée, je trouve. Les enjeux elles se complexifient en fait grâce aux enjeux qui sont apportés. Et je trouve que les personnages sont attachants. J'aime beaucoup le personnage de Miharu, mais aussi de ses amis, même celui qui à première vue est un peu chiant sur les bords. On en apprend plus sur lui plus tard. Et j'aime bien, franchement c'est une chouette lecture. Et il y a de l'humour noir qui est amené vraiment vraiment à petite dose, c'est bien dosé. Et ça jongle vraiment entre les moments heureux, les moments humoristiques et les moments où c'est beaucoup plus sérieux. Et au niveau des dessins, ouais, les dessins sont pas extraordinaires. Je vais, ouais, voilà, par exemple,
C'est très très simple, mais ils sont beaucoup plus détaillés quand l'horreur est amenée. Je vais essayer de vous trouver ça. Hop, voilà. C'est un peu plus détaillé. Et il y a des personnages qui vont apparaître plus tard dans le manga qui, eux, sont vraiment bien faits pour le coup. C'est une lecture que je conseille totalement, de préférence à lire à la période où c'est le plus adéquat, c'est-à-dire en décembre. Le seul gros défaut de ce manga-ci, c'est qu'il y a un tome qui sort par an, dans la période novembre-décembre, je crois. Et c'est frustrant. Et j'espère que, bah, que ça, c'est pas une série qui sera trop longue, parce que le jour où elle sera terminée, je ne sais pas quel âge j'aurai. Ensuite, petite déception, enfin c'est pas vraiment une, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc chez Tezuka, je me suis dit que par mois j'allais lire au moins une de ses œuvres. Et donc j'ai lu Big X et Wonder Free, que j'en ai plus aucun des deux. Je commençais par Big X. Donc Big X il était en 4 tomes. Ouais, c'est celui-là qui était en 4 tomes. Ça va parler en fait des nazis qui vont, qui vont inventer en fait un sérum qui permet de prodiguer une force exponentielle, explosive, vraiment à la personne qui se, qui se l'introduit dans le corps. Et ce sérum va fouetter, enfin c'est le scientifique qui a créé le sérum va cacher ce sérum-là et il va le transmettre à son fils, donc qui est encore un enfant à ce moment-là. Et son fils va du coup combattre le mal et les méchants en s'injectant à chaque fois le sérum du Big X. Il va grandir, ce sera un géant de quelques mètres de haut et il va combattre le mal tout simplement. Et du coup, comme c'est fort mainstream, fort public jeune, les actions comme pour Ambassador Magma vont s'enchaîner. Euh, mais vraiment, quoi, on n'a pas le temps de souffler, limite que voilà, il y a les méchants nazis, puis il y a les méchants autre chose. Et ce genre de choses-là, je m'en lasse assez rapidement, à vrai dire. Et je suis pas trop le public pour ces œuvres-ci de Tezuka. Moi j'aime beaucoup plus les œuvres qui sont plus matures, même si c'est fort intéressant, si on se penche sur cet auteur-là, aussi de lire ses œuvres plus mainstream, comme je le dis. Et ce que je trouve aussi intéressant dans ces œuvres-ci qui sont pour les publics plus jeunes, c'est qu'il n'y a pas encore toute la censure de maintenant, donc c'est-à-dire que dans Big X, il y a quand même des gens qui meurent, il y a des gens qui ont des armes à feu, il y a les nazis, des combats assez violents quand même, et des sujets quand même assez sombres pour le public enfant, des sujets qui peuvent faire poser des questions, et ça je trouve ça bien. C'est pas le monde des bisounours comme on peut retrouver dans les dessins animés ou les livres de maintenant. Et maintenant on va parler de Wonder Free, donc, qui est en 3 tomes. Et là, ça va parler d'une planète extraterrestre. En fait, il y a une conférence avec plein d'extraterrestres, un peu de, de toute la galaxie, un peu comme dans Lilo et Stitch ou dans Demain les oiseaux. En fait, ça commence aussi comme ça. Et ils tiennent une conférence pour décider du sort de la Terre, puisqu'ils trouvent que les humains font un peu trop de la merde en ce moment. Donc, entre la pollution, les guerres, la destruction des matières premières et de la nature, ils vont décider de s'ils doivent détruire la Terre ou pas. Et ils votent, et la majorité est pour la destruction de la Terre, mais une autre est contre. Et finalement, ce seront des ambassadeurs qui vont descendre sur Terre pendant plusieurs semaines, je crois, pour aller faire un rapport en fait pour voir si les humains sont vraiment si mauvais que ça, et c'est ça qui décidera du sort du monde.
Et donc ces ambassadeurs, si je me trompe pas, sont au nombre... Bah oui, je suis con. Ils sont au nombre de 3, d'où le titre Wonderfree. Bref. Et ils vont prendre une forme animale pour passer inaperçus sur la planète. Et ils vont faire la rencontre de petits garçons assez caractériels quand même, avec une maman un peu désemparée, mais qui est très cadrante quand même. Et ils vont se lier d'amitié et ils vont mener leurs observations en fait par rapport à ce garçon-là et ce qui va se passer autour. Mais après, ces 3 personnages-ci vont passer au deuxième plan puisqu'on va plus suivre la vie du petit garçon avec celle de son frère qui est un espion en fait. Et, et au bout d'un moment, bah, tout va être mis en corrélation et tout sera mis en lien. Les chapitres vont commencer à s'abriquer l'un dans l'autre. C'est sympa, mais encore une fois, peut-être moins que pour Big X et Ambassador Magma, il y aura moins de moments vraiment d'action où ça va partir dans tous les sens, mais il y en a quand même pas mal. Alors il y a un truc que j'ai bien aimé, enfin, parfois ça fait un peu kitsch quand même, mais de temps en temps, à petite dose, j'aime encore bien, c'est l'auteur qui brise le 4e mur. Donc par exemple, il y a un personnage qui va parler et puis il va nous regarder en parlant de Tezuka lui-même. Et ça c'est assez marrant, ça me fait sourire de temps en temps. Et pareillement, alors pour Wonder Free, bah, je conseille si vous voulez quand même découvrir un peu plus sur les œuvres de Tezuka et ce qu'il a fait, ce qu'il a pu offrir au public jeune de l'époque. Et je trouve ça vraiment intéressant euh, à découvrir. Et bah, moi, j'avoue que je les ai lus une fois et ça me suffit, je compte pas les relire un jour. Je vois où il va en venir pour ce genre de public-ci. Je vois la manière dont il a construit un peu ses histoires pour s'adapter à ce public-là. Mais j'ai bien aimé, mais sans plus. Je préfère nettement mieux ses œuvres plus matures. Et donc c'est là où je voulais en venir. J'ai fait le choix de revendre toutes les œuvres de Tezuka que je ne compte pas relire. C'est-à-dire Ambassador Magma, Big X et Wonder Free. Parce que ça prend de la place, qu'avec l'argent de la revente, je peux me prendre d'autres choses que j'apprécierais peut-être mieux. Et, et que je garde mes valeurs au niveau des lectures, c'est-à-dire que je ne garde pas ce que je ne relis pas, c'est pas utile de garder, de stocker juste pour stocker. Au moins ça fait plaisir à d'autres personnes. J'ai fini de parler de Tezuka, maintenant je vais parler d'un sujet qui me fâche en tout cas, puisque c'est une série que j'ai trouvé vraiment dommage de la part de l'auteur, de l'avoir expédié ainsi, on va dire ça comme ça. Et c'est Sanctum. Donc je vous l'ai présenté dans le mois dernier. Non, si, dans les achats de ce mois-ci, enfin je sais plus. Et donc qui est une œuvre en 5 tomes de Boichi. Et comment dire, les dessins, c'est Boichi, comme vous connaissez, ils sont superbes. Mais l'histoire et les personnages, non, juste non. Ça m'embête, j'ai pas envie d'être médisante, mais le premier mot qui me vient à l'esprit en parlant de ce manga, c'est nul, sans intérêt. C'est vraiment ça en fait. Déjà, les personnages n'ont aucune personnalité, et encore moins le personnage principal, donc qui est la fille, je sais même plus son nom. On la voit pas se développer, elle est vide d'émotions, on dirait. On s'y attache, mais absolument pas. C'est plus que j'ai l'impression de l'observer mais de la suivre, mais de très très loin. Et j'arrive pas. J'ai pas réussi du tout à m'attacher à elle ni à son entourage. Ce qui est super dommage aussi, c'est vraiment le côté religieux, donc qui avait vraiment du potentiel. Parce que dans ce manga-ci, le religieux a quelque chose de très mystique et quelque chose qui vient de l'univers. En fait,
c'est pas propre à l'homme, mais c'est propre à quelque chose d'encore plus haut. Et la représentation dans les dessins, elle est vraiment bien, quoi. Ceux qui l'ont découvert, la croix géante là, qui arrive petit à petit sur la terre, ou toutes les petites croix là, qui gravitent autour de la fille. Je trouvais ça vraiment super beau. Le démon, le démon qui vient contacter la fille pour lui donner comment on appelle non, une divination, non, comment une prémonition, voilà, qui vient lui dicter son destin, quoi. Il est grave stylé, il est magnifique, franchement, je l'adore. Mais l'histoire ne colle pas au dessin. C'est vraiment super dommage parce que ça aurait pu être un petit chef-d'œuvre en fait, et avec une symbolique religieuse très puissante. Mais ça n'a pas, c'est une lecture sans âme, quoi. Ça m'a pas fait vibrer du tout. C'est vraiment juste le dessin, c'est tout. Et la fin, bah, elle est expédiée. J'ai pas apprécié non plus. Et je sais pas quoi dire de plus en fait dans le positif, mis à part les dessins et le design caractère du démon. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Mais moi, c'est un gros flop et aussitôt lu, aussitôt revendu. Ensuite, je vais vous parler de Mimizuku et le roi de la nuit. Donc, il y a une lecture très rapide puisqu'elle est en 4 tomes seulement. Je l'ai terminée hier. En fait, je triche un peu parce que c'est plus une lecture de janvier, mais comme j'avais pas beaucoup de lecture à présenter en décembre, je la présente ici. Donc, Mimizuku, c'est une petite fille en fait qui a une vie un peu de merde, clairement. Et en fait, c'est une esclave. Qui n'est pas très considérée comme une humaine. Et un jour, elle va décider de fuir et elle va s'aventurer dans la forêt où il y a des démons. Et elle va trouver le roi des démons dans le but de se faire dévorer parce qu'elle elle donne plus aucune valeur à la vie. Et elle veut partir et elle veut servir à quelque chose et pas pourrir comme ça dans un coin. Et le roi démon ne va pas ne va pas la dévorer, sinon c'est une histoire d'un fric atome. Il va plutôt la prendre sous son aile, mais de très loin, quoi, parce qu'il va être quand même assez distant. Et Mizuku va commencer à apprendre à le connaître, lui et d'autres démons. Et je ne vais pas trop en dire de plus parce qu'il n'y a que 4 tomes, mais les relations vont évoluer. Il y a des antagonistes qui vont arriver. Ce que j'ai bien aimé dans ce manga-ci, c'est que les méchants ne sont pas méchants juste pour être méchants. Ça, c'est un truc que je déteste dans les histoires, c'est les méchants juste parce qu'ils sont méchants. Et on s'attache un peu à tout le monde en fait. Et c'est très simple, c'est très très simple comme lecture. C'est pas un scénario ultra sophistiqué, mais ça fait l'affaire et les dessins sont pas mal bien. C'est pas de l'ultra détaillé, mais je trouve que pour l'histoire, c'est tout à fait convenable. Donc si vous cherchez une petite lecture simple et pas trop prise de tête, je vous conseille Mimizuku. Ensuite, je crois qu'on a fini dans les séries que j'ai gardées. Maintenant, tout le reste, c'est revendu ou c'est à vendre. Et Violence Action en fait partie. J'avais lu il y a un moment quand même les 2 premiers tomes, et puis j'ai décidé de relire les 3 tomes que j'avais, enfin relire les tomes 1 et 2 et découvrir le tome 3. Dans mes souvenirs, j'avais plus apprécié que ça, mais je m'en suis vite lassée. Il y en a beaucoup qui disent que c'est un peu le Tarantino du manga, mais moi je trouve pas du tout que c'est comme du Tarantino. C'est plus fin. La violence dans Tarantino, là c'est violent, mais c'est pas assez sophistiqué, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas le truc qui fait waouh, ça c'est une mort brutale et originale. Non, c'est pas, voilà quoi, ça part un peu dans tous les sens, mais ça en plus.
Et donc ce manga va parler de cette fille-ci, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui est étudiante et qui va arrondir ses fins de mois en exerçant le métier de tueuse à gages. Donc dès qu'elle a un contrat, elle est sans pitié, même si c'est quelqu'un de bien qu'elle va tuer, elle va le faire, jusqu'à ce que son contrat soit honoré. Au niveau de l'édition, bah, elle est pas mal, elle est dessins aussi. Voilà par exemple. Non, le dessin est sympa, c'est vraiment juste l'histoire qui... Bah, j'ai trouvé ça pas faux, enfin pas super intéressant. Entre temps, j'avais lu plein d'autres séries qui, elles, m'ont plus fait vibrer, tout simplement. Donc, il faut faire des choix et il faut faire de la place, donc ça part. Et puis, j'avais lu aussi en décembre Soupinou, donc, qui était la petite série en 3 tomes que j'avais acheté il y a un petit moment. Bah, ça va parler d'un couple, non pas d'un couple, d'une fille, d'une vendeuse de nourriture et de son frère qui vivent ensemble. Et bah, ils vont faire la rencontre d'une petite créature donc, qui est Soupinou. Cette créature va grandir chez eux et voilà, ils vont vivre des choses. En fait, c'est un slice of life avec cette petite créature-là. C'est très chill, c'est très mignon. Mais voilà, sans plus. Dans les slice of life, j'ai préféré... comment ça s'appelle encore Voilà, j'ai préféré Escale à Yokohama. Non, en fait, je sais pas quoi dire de plus. C'est vraiment un manga chill, sans prise de tête et très mignon. Et les dessins sont très jolis aussi, par contre. Ben maintenant, c'est la dernière série déjà, et ça va un peu fâcher certains. Mais je vais parler de Drifting Dragons, donc, qui est un manga qui parle en fait d'un équipage qui se déplace sur un dragonnier. Donc c'est un genre de gros dirigeable, on va dire ça comme ça. Et leur métier, c'est de chasser et de tuer, de dépecer, de vendre la viande de dragons. Alors au début j'aimais bien puisque dans les premiers tomes on nous présentait vraiment l'équipage, comment ça fonctionnait, les membres de l'équipage d'ailleurs. Je trouve que les relations sont vraiment bien écrites. Les personnages ont tous leur personnalité, on voit vraiment qu'il y a une forte convivialité et une amitié en fait entre eux et qu'ils sont vraiment bien soudés. Et ça j'ai vraiment bien aimé dans ce manga-ci. Par contre, la majorité en fait du manga, c'est chasser le dragon, le tuer, le dépecer, vendre la nourriture et produits secondaires, et consommer le dragon. C'est tout. En gros, ce sont des gens qui chassent les dragons et qui les bouffent, sans état d'âme. Dans le fond, ça me dérangeait pas, puisque c'est leur métier, en fait, ce sont des vendeurs de viande, ce sont des chasseurs-vendeurs, on a des chasseurs chez nous dans nos régions et tout ça, mais je trouve qu'il y a un grand manque de réflexion, c'est vraiment... comment dire, en fait, le bien-être des dragons, il n'existe pas dans ce manga-là, il n'en parle pas. Bon, il l'aborde peut-être un petit peu dans le dernier tome parce qu'il croise à un moment des gens qui... Ce sont des abatteurs qu'on appelle, et eux, le but c'est de juste tuer les dragons. Et donc c'est des gens qui vont pas chasser avec le grappin pour essayer de le ramener. Enfin, ils font ça très salement, quoi. Le dragon, il est criblé de balles et il le laisse retomber quand il est mort. Parce que tout se passe dans les airs. Hein. Et la réflexion des membres de l'équipage, qui sont les chasseurs qui, eux, vendent et consomment la viande, c'est c'est dommage parce que les balles qui vont se loger partout dans le dragon, dans toutes les zones où il y aura les balles, on ne pourra pas utiliser la viande parce qu'elle sera polluée. Voilà. Il y a pas un moment où ils disent oh oui, les dragons ils souffrent, c'est pas très cool de faire comme ça, nanana. Non, c'est juste ça détruit la qualité de la viande. Et donc, comme je disais, les personnages, je les trouve vraiment bien écrits par contre.
Et on présente au fil des tomes un peu les origines de ces gens-ci, et l'histoire de temps en temps avance un peu justement euh, au travers de certains personnages où on exploite un peu plus leur passé, leur histoire. Mais le sujet principal, c'est vraiment la chasse du dragon. Et l'histoire est assez répétitive comme ça, malgré les épisodes où il présente un peu la vie des personnages. Et donc c'est très répétitif, et il faut se dire en fait que finalement c'est pas vraiment un manga d'aventure, c'est pas vraiment ce que je cherchais dans ce manga-ci, c'est vraiment un manga culinaire. Alors je ne sais pas si l'auteur va un peu plus nuancer ses prochains tomes par rapport au bien-être des dragons, mais j'ai pas l'impression qu'il le fera. Ici il y a déjà 13 tomes de sortie que j'ai lus donc, et il l'a pas fait une seule fois, ça m'étonnerait qu'il le fasse plus tard et que l'équipage se remette un peu en question par rapport à ça. Donc franchement, je crois que ça va continuer sur la lignée de, comme j'ai dit, chasser, tuer, dépecer, consommer et revendre. Si ça vous plaît quand même, allez-y parce que les dessins sont magnifiques. Mais mais il fallait que je vous prévienne quoi sur ce sujet-là, parce que moi en tout cas je m'attendais pas à ça de ce manga-là. Enfin, je m'attendais pas à ce que ce soit le sujet principal de ce manga-là. Moi, je m'attendais vraiment à un manga où il y a des dragons, où certes, pour survivre, ils doivent chasser des dragons et en consommer, et où ils découvrent des espèces magnifiques de dragons, que waouh, c'est magnifique, ça c'est exceptionnel, des moments comme ça. Mais non, eux, quand ils voient un dragon très rare et très magnifique, et tout de suite ils se disent oh, il a l'air bon. Sortez les grappins, c'est tout. C'est vraiment, ils pensent qu'avec leur estomac, quoi, c'est compliqué de s'attacher à ce manga-là, pour moi en tout cas. Mais sur ce, j'ai déjà terminé la présentation de tous les mangas que j'ai lus ce mois-ci. Donc comme je vous l'ai dit, pas mal de déceptions. Mais je rattraperai le coup avec les lectures du mois prochain, qui sont déjà un peu plus qualitatives, selon mes goûts, évidemment. N'hésitez pas, si vous voulez un peu débattre avec moi en commentaire, c'est là pour ça. Sur ce, on se retrouvera probablement pour les achats manga du mois de janvier. Il y aura pas mal de choses, ça sera bien. Et je vous dis donc, prenez soin de vous, à bientôt et surtout, bonne lecture!